Ensemble pour une demi-heure, comme tous les jours, avec Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là avec Guy Birenbaum et notre invité ce matin, vice-président du Front National. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Marine Le Pen s'est qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle. Elle a fini non pas en tête comme elle le prévoyait, mais en deuxième position. Ce qui a un peu déçu Jean-Marie Le Pen, invité de Léa Salamé ce matin sur France Inter. Il a une explication à ce score. Je pense que sa campagne a été trop cool. Moi, je pensais qu'il y avait des problèmes beaucoup plus clivants, comme l'immigration massive, la sécurité, le chômage, les déficits budgétaires. Tout cela me paraissait plus efficace électoralement que le problème européen proprement dit. Tout est faux dans ce que dit Jean-Marie Le Pen? On a parlé de tout. Moi, je suis très heureux de cette campagne. Elle n'est pas finie d'ailleurs. Maintenant, on est dans une nouvelle campagne. Mais cette campagne de premier tour, ça a été l'occasion de mettre beaucoup de sujets, je pense, au centre. Et peut-être qu'on a été un peu seul d'ailleurs à le faire. Monsieur Macron entretenant une espèce de flou, de brouillard, par le vide, par le creux, par le marketing de ses discours. Nous, on a mis la question de l'emploi, la question de la sécurité, la question du terrorisme islamiste, la question européenne aussi qui est fondamentale, et toutes ces questions. Et vous voyez, spontanément, importantes. vous ne parlez pas de l'immigration. Je pense que c'est ce que regrette beaucoup Jean-Marie Le Pen et peut-être les cadres du l'immigration, Front vous savez, National. bien sûr qu'on en a parlé et chacun le sait. Et quand je parle de terrorisme islamiste, je parle aussi un peu, malheureusement, de certaines conséquences d'une immigration de masse. Vous n'avez pas du mal, vous, avec l'immigration. En tout cas, hier, Marine Le Pen a évoqué la lutte contre le terrorisme. Elle a expliqué qu'Emmanuel Macron était un peu faiblard en la matière. Qu'est-ce que ça veut dire, faiblard? Ça veut dire que, objectivement, dans ses discours et dans son projet, il n'y a rien de concret dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste. D'ailleurs, je crois qu'il avait dit lui-même... C'est pas le terrorisme. Le lendemain... Pardon ? Le fondamentalisme islamiste. Oui, d'accord. Si, le terrorisme est forcément en lien avec le fondamentalisme islamiste. Le terrorisme, c'est un moyen. Le terrorisme, il peut être de différentes natures. Derrière, il y a une idéologie qui arme le terroriste, et cette idéologie, celle qui nous tue, c'est le fondamentalisme. Champs-Élysées était un ancien criminel de droit commun. D'accord, il a aussi agi selon une idéologie qui est celle du fondamentalisme islamiste. Je crois même que M. Macron, le lendemain de ce drame des Champs-Élysées, disait sur une autre radio, écoutez, je ne vais pas inventer en une nuit un programme sur le terrorisme. Il aurait fallu y réfléchir un tout petit peu avant, parce que le problème, malheureusement, n'est pas nouveau. Et ce problème-là, il implique des mesures extrêmement concrètes. Nous proposons la fermeture des mosquées radicales. Nous proposons que les fichiers S étrangers soient renvoyés chez eux et que les fichiers S français soient soumis à l'article 411-4 du Code pénal sur l'intelligence avec l'ennemi, parce que l'intelligence avec l'ennemi doit s'appliquer dans ce cas-là quand on est en lien avec des organisations islamistes. Chez M. Macron, il n'y a rien, il n'y a strictement rien. Et donc qu'ils soient enfermés, les 20 000 fichiers S? Non, déjà, parmi les 20 000 fichiers S, il y en a un peu plus de 10 000 qui sont liés à la radicalisation islamiste, parce que fichier S, c'est un peu tout et le reste. Et oui, il faut regarder parmi ceux-là, ceux qui sont étrangers, nous n'avons aucune raison de conserver sur le territoire national, de payer cher, les services de renseignement et toute l'infrastructure de l'État, pour surveiller des gens qui n'ont pas la nationalité française et qui sont une menace potentielle qui, malheureusement, de temps en temps, passe encore à l'action. Chez Macron, il n'y a rien. Il y a toujours ce mythe des pseudo-frontières européennes dont on sait qu'elles n'ont jamais existé, qu'elles sont parfaitement ingérables. Nous proposons des frontières nationales qui ne seraient pas des murs. Il y a des contrôles aujourd'hui aux frontières françaises. Il y a des contrôles aujourd'hui aux frontières françaises depuis novembre 2015. Nous avons fait des tests, y compris Steve Briouat, notre élu, qui a mis une vidéo en ligne. Oui, il a traversé la frontière, entre guillemets, France-Belgique, puis Belgique-France. Et il a filmé, il n'y avait pas un contrôle, il n'y avait rien. Les douaniers ne font pas leur travail? C'est pas ça, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de douaniers. C'est que déjà, juridiquement, c'est brinque-ballant parce qu'on a rétabli de manière un peu précaire des frontières nationales, mais Schengen est toujours là. Et puis, il n'y a plus d'infrastructure. Il faut rétablir 6 000 postes de douane sur le quinquennat et rétablir physiquement des douanes. Vous allez embaucher 6 000 douaniers? Oui, nous allons recruter 6 000 douaniers supplémentaires, alors que depuis 10 ans, on a supprimé un douanier par jour en moyenne. En même temps, pardonnez-moi, il n'y aura jamais un point de frontière pour aller en Belgique. Il n'y aura jamais un point de frontière pour aller en Belgique, ou même 2 ou 3 seulement pour faire l'aller-retour. Il y en a 700, je crois, des points de frontière. Je suis d'accord avec vous, c'est que ce ne sera jamais parfait. Mais ce sera toujours mieux que de ne rien avoir.
Et il y a même une incohérence chez nos adversaires. Bon, là, M. Macron qui nous explique que les frontières nationales, ça ne sert à rien, donc il faut des frontières européennes. Mais elles seront encore moins bien gardées, les frontières européennes, puisqu'elles sont immenses et qu'on délègue notre protection à des pays submergés ou ruinés, comme la Grèce, par exemple, ou l'Italie. On sait faire des contrôles aux frontières. On peut imaginer bien sûr ensuite des passes pour les travailleurs frontaliers, on peut imaginer plein de choses, mais je crois que cette protection, pas que contre le terrorisme d'ailleurs, contre l'immigration clandestine, contre les trafics d'armes, contre les trafics de drogue, contre tout ce qui passe aujourd'hui impunément, eh bien je pense que c'est nécessaire. Immigration, trafic, la campagne de Marine Le Pen il y a 1 an s'annonçait sous d'autres auspices, mais il faut avoir un peu de mémoire, on s'en est souvenu à France Info. Mon espoir c'est ça, mon espoir c'est la France apaisée. On n'avait plus beaucoup parlé de la France apaisée. Si, c'est un objectif. Quand je vous parle de lutte contre le terrorisme, évidemment que c'est pour aller vers la paix. Et que le terrorisme, c'est l'inverse de la paix. Sauf que le terrorisme, c'est la situation actuelle. On ne peut pas dire que la France soit apaisée quand on voit les attentats ou tentatives d'attentats permanents. Mais si vous voulez élargir le mot d'ordre, le slogan « France apaisée », l'objectif politique, vous pouvez l'élargir aux conditions de travail. Pensez que les salariés sont dans des situations d'apaisement quand ils sont soumis au stress au travail, quand ils ont la peur du chômage. Vous pensez que les petits patrons, ils sont apaisés quand ils voient le RSI, quand ils voient les charges? Non, tout cela, ça crée de la tension forte dans la société française. Et nous sommes là pour apaiser les choses. Mais on ne va pas apaiser en continuant avec la situation et la politique actuelle. Vous n'êtes pas anxiogène. Le discours du Front National n'a jamais été anxiogène. On dit la vérité, voilà. Mais on ne joue pas sur les peurs, contrairement à d'autres. Moi, j'entends notamment le candidat en face qui soi-disant se targue d'être dans la bienveillance. Ceci dit, à chaque fois qu'il parle, c'est pour dénigrer le projet de l'adversaire en racontant n'importe quoi, en essayant de faire peur aux adversaires. Non, écoutez, il y a une chose qu'on peut reconnaître à Marine Le Pen, c'est que ses discours ne sont pas un enchaînement de phrases creuses sans idée. Non. Après, on peut les débattre. C'est pas ça que disait Jean-Michel. Écoutez, Monsieur Macron, Monsieur Macron, c'est un enchaînement de phrases creuses. Maintenant, derrière ces phrases creuses, par ça, personne ne dénigre qui que ce soit. C'est le jeu de la politique. Vous êtes tous en train de dénigrer la politique de l'un et de l'autre. Vous êtes en train de le faire. Derrière ces phrases creuses, il y a une réalité du projet. Monsieur Macron, c'est un projet qui va déréguler massivement, déréguler l'économie, déréguler l'immigration, déréguler les transferts de souveraineté à l'Union européenne, c'est-à-dire l'aggravation de la politique menée depuis ce quinquennat et avant. Ça n'est pas, à mon avis, ça qui pourra remettre la France sur ses pieds. Allez, la discussion continue dans une minute. Face à votre candidate Marine Le Pen. Ce que vous proposez, Madame Le Pen, c'est en effet de la baisse de pouvoir d'achat pour les Français. Parce qu'avec la sortie de l'euro, pour les épargnants, pour les travailleurs, ce sera une baisse du pouvoir d'achat. Manifestement, ces attaques, ces critiques contre la sortie de l'euro portent. Est-ce que cette proposition vous a pénalisé dans la campagne ? Non, pas du tout. On est dans une cohérence. Monsieur Macron, il serait bien placé pour faire la leçon s'il avait un bon bilan à Bercy. Alors quand il fut ministre de Hollande, il a détruit l'emploi. C'est pas la question, on parle de la sortie de l'euro. Celui qui parle, il a une légitimité s'il a fait des choses. Moi, je suis désolé. C'est facile, comme vous avez jamais rien gouverné, on peut rien. Il a détruit de l'emploi. On peut rien vous opposer. Il a augmenté la dette. Il a détruit l'emploi, il a augmenté la dette. Il a participé à la désindustrialisation de notre pays. Est-ce que la sortie de l'euro fait peur ? Voilà, c'est ça la question. Son but, c'est de faire peur. Je vous disais tout à l'heure, il surfe sur les peurs. Donc, si on dit ça fait peur, donc pour que ça fasse peur, oui, ça fera peut-être peur. Maintenant, si on regarde les choses, si on regarde la réalité en face, aujourd'hui, nous avons un système européen et une monnaie européenne qui nous oblige à l'austérité. C'est pour cela qu'en conservant ce système-là, la contrepartie, c'est que Macron, il veut augmenter la CSG de 20 milliards d'euros et que son économiste en chef, M. Pisani-Ferry, a déclaré vendredi dernier, bah oui, les retraités vont être les premiers à subir cette augmentation. Et 60% des retraités verront leur CSG augmenter d'un 75 points. Ça nous oblige à l'austérité. On a l'une des dettes les plus importantes de la zone euro. On fait du déficit chaque année. En plus, l'austérité, ça creuse la dette. On ne peut pas dire que ça nous oblige à l'austérité. L'austérité, je veux dire, regardez en Grèce, plus il y a eu d'austérité, plus il y a eu de dette en plus. Donc c'est un système qui est ridicule parce que ça enraye la machine économique et ça crée même des déficits et de la dette. Mais la contrepartie aussi, c'est qu'il nous a annoncé, M. Macron, dans son projet, qu'il voulait aggraver la loi El Khomri par ordonnance. Alors là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de loi et même plus de débat. Il prend une ordonnance et il aggrave la dérégulation du droit du travail. Ça, c'est la contrepartie. La sortie de l'euro fait peur aux Français, en particulier aux personnes âgées. Voilà.
Ben, ils n'ont pas à avoir peur. Ils n'ont pas du tout à avoir peur parce que nous irons vers une monnaie nationale qui sera un nouveau franc, pas l'ancien. Donc il n'y aura aucune valse des étiquettes. On aura une parité parfaite lors du changement de monnaie. Leurs économies Mais seront ça permettra de sauvegarder effectivement l'emploi et même de développer les exportations, de développer la réindustrialisation et de baisser la valeur de leurs et économies. de développer l'épargne. Parce que je vous signale une chose, c'est que là, une autre contrepartie de ce système européen et de la monnaie européenne, c'est l'union bancaire et la loi Sapin 2. Cette loi, qui a été votée un peu en catimini et que nous abrogerons, fait que aujourd'hui, si une banque est en défaillance, et ça arrive malheureusement régulièrement, on peut venir piocher directement dans l'épargne des gens comme ils l'ont déjà fait à Chypre. Et ça, c'est lié à l'euro, c'est pas lié à la sortie de l'euro. Vous notez dans les enquêtes d'opinion l'attachement des Français à l'euro. Je ne crois pas du tout qu'ils soient attachés à l'euro. C'est sans doute une des explications. Chacun s'est rendu compte que lors du passage à l'euro, il y a eu une baisse massive du pouvoir d'achat, une explosion des prix. Mais le système européen, il est cohérent, parce que vous avez la monnaie européenne, vous avez en face l'interdiction de se protéger et de faire du patriotisme économique. Nous, on veut pouvoir faire du patriotisme économique. Ce matin, Marine est à Rungis parce qu'elle veut faire du patriotisme agricole, du patriotisme alimentaire, qu'on mange davantage français dans les cantines de France, par exemple, qu'on ait le droit de privilégier nos PME dans les marchés publics français, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais avec l'euro, vous pourriez le faire. Non, c'est interdit par le système européen. On mange français tous les jours. Oui, encore heureux. Bon, mais c'est pas à cause de l'euro. Sauf que, non, ce que vous n'avez pas compris, ce que j'ai dit, vous n'avez pas le droit aujourd'hui, et c'est interdit explicitement par l'Union européenne, et c'est une possibilité qu'a retrouvé le Royaume-Uni, par exemple, de privilégier vos PME, vos exploitations agricoles françaises, ou vos PME françaises, y compris vos start-up françaises, dans les marchés publics français, qu'ils soient agricoles, qu'ils soient industriels, qu'ils soient de services. Vous n'avez pas le droit, c'est strictement interdit, ce qui fait qu'on a même des soldats français qui ne sont plus équipés en matériel français, vous avez des policiers français qui roulent en voiture américaine, et vous avez la Poste française qui n'utilise plus systématiquement, par exemple. Ce sont quelques exemples emblématiques des productions françaises. Il y a un peu de tout. Moi, je trouve cela dommageable parce qu'on est un peu le seul au monde à faire ça. On est un peu le seul au monde à faire ça. Tout le monde, naturellement, défend son patriotisme économique. Si ça se trouve, il y a des polices européennes qui roulent en Renault, mais enfin, on ne va pas polémiquer. Nicolas Dupont-Aignan, on n'a pas donné de consigne de vote et pour l'instant, vous attendez, j'imagine, son renfort. Il a dit qu'il se prononcerait dans la semaine. Vous avez des contacts avec lui ? On n'a pas de contact. Non, mais je veux dire, ça ressemblait à un oui qui est devenu un non. Je vais vous dire, monsieur Apathy, je ne me sentirais pas obligé de tout vous dire ici. D'accord. Donc vous avez des contacts avec lui. Non, c'est pas cela. Mais moi, je veux dire une chose. Moi, je l'ai écouté pendant sa campagne de premier tour. Il a fait un très bon score, objectivement, près de 5% des voix. Nous avons pratiquement les mêmes idées sur tous les sujets. Et j'ai entendu sa déclaration le soir du premier tour. Il a laissé la porte grande ouverte. Alors, pour exprimer un choix qui serait celui de la France, tout simplement. Le choix de la France, mettre la France au-dessus de tout. Contrairement à d'autres, quand même, qui nous ont expliqué avant le premier tour que Macron, c'était Emmanuel Hollande. Et ils ont raison. C'était le sobriquet qui avait été choisi par certains des Républicains, mais ils ont raison, puisqu'hier Hollande s'est rallié à Macron, et c'est bien la poursuite du quinquennat, et qui, le lendemain, appelle à voter pour Macron. Je pense que ça, c'est incompréhensible pour les électeurs français. Mais du coup, pourquoi il hésite, Nicolas Dupont-Aignan? Du coup, pourquoi est-ce qu'il n'est pas déjà Je ne sais pas s'il hésite. En tout cas, il a dit qu'il réservait sa parole pour un peu plus tard. Il veut consulter sur tous ses instances, et il a raison. Il hésite peut-être pour ça, parce qu'il n'a pas toujours été tendre avec vous. On écoute Nicolas Dupont-Aignan. Le Front National, avec ses excès, son arrière-boutique, qui n'a rien à voir avec le gaullisme social que je défends depuis le début de ma carrière politique, avec Philippe Séguin notamment, est le meilleur moyen de ne jamais faire gagner les patriotes. Voilà peut-être pourquoi il hésite. Mais il a peut-être changé d'avis. C'était il y a quelques mois. Et on se rend compte que manifestement, la candidature, c'est en septembre, je crois, la candidature de Marine Le Pen depuis a démontré qu'elle était le meilleur moyen de faire gagner les patriotes. Puisqu'elle est au second tour, dans une belle dynamique. Et alors certes, nous sommes challengers, mais on est combatifs et on va aller chercher chaque voix. On va convaincre chaque électeur, chaque électrice, d'où qu'ils viennent, y compris ceux qui se sont abstenus. Vous en avez convaincu une, c'est Christine Boutin. Vous avez réussi à la convaincre, visiblement. Son renfort vous satisfait? Oui, je veux dire, moi, tous ceux qui, au second tour, viennent pour apporter leur pierre au patriotisme, à la victoire patriote. Vous dites merci à Christine Boutin? Mais moi, je remercie l'ensemble des électeurs. Ça vous embête Mais je remercie donc Christine Boutin, parce que je remercie l'ensemble des électeurs qui viennent apporter, si vous voulez, leur pierre. Pourquoi? Parce que sinon, si on ne fait pas le choix du patriotisme, on aura quoi? Moi, je veux quand même alerter les Français.
non seulement la continuité des politiques menées par François Hollande, mais je veux dire une politique qui néglige complètement la France. Est-ce que un seul instant, M. Macron a travaillé pour la France? Je reviens quand à Christine il bravait Boutin, les fleurons et nationaux, non pas à Alstom, un instant. Je reviens quand il privatisait nos aéroports. Je reviens à Christine Boutin. Ça vous embête pas qu'elle ait été condamnée pour homophobie? Novembre 2016. Bah, ça, c'est son. Oui, mais je ne suis pas comptable et responsable. Excusez-moi. Alors faites ce petit jeu pour l'ensemble des soutiens de M. Macron, mais vous ne le ferez pas. C'est-à-dire demandez à chacun des soutiens de Macron est-ce qu'il a été condamné ou pas. Moi, je pense que Christine Boutin est responsable de Christine Boutin et moi, je suis responsable de moi. C'est déjà pas mal. Donc ça vous ennuie pas? Que quoi? Quelqu'un qui a été condamné pour homophobie vous rejoigne. C'est ça ma question. C'est simple. Et vous soutiennent? Elle ne nous rejoint pas. Elle vote pour nous. Voilà, elle ne nous rejoint pas. Elle n'est pas au Front National. Elle n'est pas dans la campagne de Marine Le Pen. Elle ne sera en aucun. Imaginons que vous soyez que Marine Le Pen soit élue. Christine Boutin ne sera pas au gouvernement jamais. Je ne pense pas que ce soit dans les projets de Marine Le Pen. D'accord. Allez, il est 8h50 sur France Info. On reprend cette discussion dans une minute. Victor Maté. Je dis juste un mot parce que votre chroniqueur se permet de dire extrême droite. On n'insulte pas 7,7 millions de Français ainsi, y compris sur le service public. Alors il n'est pas chroniqueur, ou journaliste, ou présentateur, je ne sais pas. Mais et il insulte personne. Si, pour moi, c'est une insulte. Et je crois que les millions de familles françaises qui votent pour nous et qui s'apprêtent encore plus nombreuses à voter pour nous au second tour se sentent insultées. C'est un choix de la rédaction de. J'imagine bien. De qualifier le courant de pensée auquel vous appartenez en fonction de... C'est un choix qui ne me surprend pas, M. Apathy. En fonction de son histoire. Oui, ça ne me surprend pas. Nous n'y sommes pour rien. Vous êtes bien là pour ça. C'est assez objectif. Je ne sais pas pourquoi je suis là. On est là pour travailler. Si elle gagnait l'élection présidentielle, quel serait le Premier ministre idéal de Marine Le Pen? Quel est son profil type à ce Premier ministre? Je crois, vous savez, le Premier ministre, c'est l'article 20 de la Constitution. Il est là pour... Non. Le profil, oui, je sais bien ce qu'il fait. Il détermine et il conduit la politique de la nation. Exactement. Mais quel serait son profil? Je crois que vous avez pris des cours auprès de M. Asselineau. Non, mais ceci dit, je le dis sérieusement parce que je n'ai jamais compris la critique qui était faite à son endroit du fait qu'il connaisse les articles de la Constitution. Moi, je trouve ça très sain de la part d'un candidat à la présidentielle de connaître sa Constitution. Est-ce que vous êtes en train de dire que M. Asselineau serait votre Premier ministre? Oui, mais ceci dit, je reviens à votre question. Le Premier ministre, c'est celui qui dirige le gouvernement. Non, le profil type, une femme, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans. Patriote. Florian Philippot, par exemple. Compétent, patriote, capable de diriger une équipe. C'est vous. C'est le portrait robot. Non, je veux dire, il y en a, heureusement, je pense qu'il y a du monde. Et sincère, évidemment, dans ses convictions. Voilà, tout le reste, après, c'est du profil. Mais je veux dire, c'est un homme ou une femme patriote et compétent, ça nous changera déjà de ce qu'on a connu depuis pas mal de temps. Membre du Front National? Pardon? Membre du Front National? Pas forcément. Vous savez, Marine Le Pen, hier, s'est mise en congé de la présidence du Front. C'est pas un gadget, ça? Non, c'est pas un gadget. Je crois que c'est en vraie cohérence. Pourquoi elle l'a pas fait avant? Parce que sa conception de la présidentielle, c'est que le président de la République rassemble au-dessus des partis. Mais pourquoi elle l'a pas fait avant? Déjà ça le cas. Elle s'approche, nous approchons de l'élection. Ah oui. Elle attendait de voir aussi la configuration du second tour. Et là, elle passe maintenant aux actes en se mettant en congé de cette présidence du Front National. Elle montre qu'elle est clairement et uniquement dans ce rassemblement des patriotes, ce rassemblement du peuple français, au-delà des partis politiques. Je pense que ça l'honore et je pense que ça démontre la cohérence entre les dires et les actes. Si elle échouait le 7 mai, ce serait sa seconde défaite consécutive. Et on s'est posé la question de savoir si on peut commencer déjà à parler de relève au Front National. Regardez. Oui, c'est évidemment une victoire historique pour les patriotes et les souverainistes. Ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu un candidat souverainiste. Ça lui correspond bien. Qu'est-ce que vous pensez de Marion Maréchal Philippot Non, pas Maréchal Philippot. Marion Maréchal Le Pen. Mais vous pouvez répondre, même s'il rit. Est-ce qu'on peut parler de relève au Front National? Alors, est-ce qu'on peut parler de relève? Oui, incontestablement. Marion fait partie de la relève puisqu'elle est jeune et qu'elle est élue, qu'elle est brillante dans son mandat. Et oui, heureusement que nous avons une relève. Et je veux dire, on a même beaucoup de relève puisque nous avons beaucoup de jeunes, nos maires, et qui font un gros boulot. D'ailleurs, les scores de Marine ont été impressionnants dans les villes du Front, ce qui prouve toujours l'attachement à la gestion de nos municipalités. Sont jeunes, nos sénateurs sont jeunes, nos députés, Marion plus jeune députée, nous avons beaucoup de jeunes et beaucoup de candidats aux législatives seront jeunes. Vos relations avec elles sont aussi mauvaises qu'on D'ailleurs, je veux dire, ça c'est la réalité. Parce que moi, je m'amuse toujours d'entendre les partisans de M. Macron dire on est le renouvellement. À chaque fois, moi, je leur demande, généralement en face de moi, quand quelqu'un me dit ça, hier, j'avais M. Patria, je lui ai dit, vous êtes arrivé quand au Parti Socialiste? 1974. Ensuite, j'ai eu M. Ferrand. Vous êtes arrivé quand au Parti Socialiste? 1980.
Et dans la même phrase, il me dit on incarne le renouvellement. Oh, ces gens-là sont depuis 40 ans dans la vie politique française. Vos relations avec Marion Maréchal Le Pen sont très bonnes. Aussi mauvaises qu'on le dit? Non, elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. Nous sommes derrière Marine en pleine campagne. On lit tout le temps les On est tous au charbon et on travaille pour la victoire des patriotes. On a été étonnés dimanche. Il y a une photo qui a retenu notre attention parce qu'elle a tweeté une photo où elle partait en moto, très. Acheter des fraises. Acheter des fraises oui, à Carpentras. Oui. On a été étonés par cette irruption en pleine campagne. De la vie personnelle. En combinaison de motarde. C'était assez étonnant. Vous savez, le week-end de l'élection, c'est le meilleur week-end parce que de toute façon, vous ne pouvez plus faire campagne. Donc, vous avez toute l'occasion de revoir des amis, de la famille, de faire quelques loisirs, de vous reposer, d'aller aux fraises en moto. D'aller manger des fraises. Quand on va aux fraises à moto avec un photographe, ça veut dire qu'on fait campagne un petit peu quand même, non? Je sais pas, vous voyez. Un petit peu. Un petit peu. On fait sa vie, voilà. On fait sa vie. Si, dans les soutiens et l'absence de prise de position, on a oublié de parler de Jean-Luc Mélenchon. Vous espérez qu'il restera dans l'équivoque qui est la sienne? Ça vous servirait pour l'élection? Je ne sais pas s'il est dans l'équivoque, une espèce de cohérence quand même dans ce qu'il dit. Ça n'a rien d'extraordinaire. Je sais que parmi ses électeurs, qui là aussi sont nombreux, beaucoup refuseraient de toute façon de voter pour Macron. Et beaucoup peuvent voter pour nous. Je veux dire, nous, on est pour l'abrogation de la loi El Khomri, pas pour une loi El Khomri puissance 10. Nous, on veut se battre contre le poids de la finance, pas pour donner les clés à la finance et à la grande banque. Il y a une proximité entre Jean-Luc Mélenchon et vous? Non, il n'y a pas de proximité. On l'a bien dit avant le premier tour. Mais je crois que parmi ces électeurs, il y a beaucoup de Françaises et de Français. Il y en a qui voteront pas pour nous, je le sais bien. Hein, mais il y a aussi beaucoup de Françaises et de Français qui accepteront pas que ce soit un ancien ministre ultralibéral de Hollande qui dirige la France et qui feront plutôt un choix souverainiste. Si Marine Le Pen échoue, vous restez au Front National, Philippot? Je reste au Front National, bien sûr. De toute façon, elle n'échouera pas. D'abord, elle va gagner. Bien. Et puis, vous savez, un combat politique, c'est pas... nous, on n'est pas là pour faire un one-shot et puis partir. Enfin, on est là pour se battre pour des convictions et des idées. Et ça, c'est quelque chose qui nous occupe à chaque instant. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci à vous.